Bonjour. L'invité de ce jeudi chez Art et Lettres à ICI Télévision est M. Moustapha Terki, lauréat du prix Charles Biddle version 2021. M. Terki est d'origine algérienne. Il a grandi donc en banlieue parisienne, rassembleur mais surtout visionnaire. Il a créé des liens interculturels en nombreuses retombées. Son enthousiasme et son esprit d'équipe lui permettent de faire rayonner autant son entourage que les artistes. Il a cofondé le premier festival de musique électronique et art numérique au Canada, le Montréal Electronic Grove, MEG. Ici, Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres et je vous souhaite la bienvenue parmi nous, M. Terki. Bonjour, merci pour cette belle présentation. Je vous en prie. D'abord, on vous adresse les félicitations. Vous êtes lauréat du prix Charles Biddle 2021. Allez, quelques mots. Quelles sont vos impressions, justement? Est-ce que vous attendez justement à ça? Non, pas du tout. Honnêtement, ce sont des amis qui m'ont dit, Moustapha, avec ton parcours, tu dois t'inscrire au prix Charles Biddle. Donc, le hasard de la vie fait que j'ai rencontré la famille Biddle il y a une quinzaine d'années, puisqu'ils m'ont présenté des artistes autochtones et que j'ai fait jouer en France. Donc, c'était la seule relation que j'avais avec la famille Biddle à l'époque. Et quand on m'a dit ça, je dis, ouais, mais je connais la famille. Et donc, j'étais inscrit et honnêtement, j'étais surpris et agréablement surpris pour deux raisons. La première, bon, je gagne pas souvent des prix, puis je m'inscris pas souvent à des prix, donc ça fait toujours plaisir d'être reconnu par ses pairs. Et la deuxième, c'est que je trouve le prix très original, d'avoir un prix de ce type-là qui permettent d'honorer, entre guillemets, les gens qui viennent d'ailleurs aider ceux qui sont ici. Je trouve ça original aussi. Excellent. Il y a cette phrase fascinante qui est la vôtre. Quand on a la chance d'avoir un rêve, d'avoir une passion, il faut essayer de la suivre parce que ce n'est pas toujours évident. Alors, il y a cette possibilité de se surpasser, mais il y a aussi les difficultés, hein, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est un peu, je ne vais pas dire que c'est compliqué, mais c'est que dans mon parcours dans la vie, j'ai eu la chance d'avoir des passions. La musique et le football. Donc, ce sont des passions qui m'habitent depuis très longtemps. Et je pense que quand on développe une passion, quelle qu'elle soit, elle est toujours là. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de machine intérieure qui fait qu'il faut la nourrir. Donc, c'est sûr que la musique, je l'ai développée plus que le football. J'étais meilleur en musique qu'au football. Mais que... Donc vous avez fait vos choix. Pardon, oui. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, j'ai poursuivi ce rêve, et ce qui n'a pas empêché les difficultés. D'ailleurs, la vie est remplie de difficultés, mais il faut pas lâcher quand on peut. Exactement, il ne faut pas lâcher. Donc, il y a la persévérance. Vous avez grandi dans la banlieue parisienne, plus particulièrement à Aubervilliers, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Et puis, parlez-nous justement de cette vocation artistique, donc depuis vos débuts, si on peut l'appeler comme ça, une vocation artistique. Est-ce que ça a commencé justement dans ces lieux ou bien ça s'est développé au fil des années? Oui, bah, écoutez, ça c'est... Déjà, moi je viens d'une culture donc algérienne où la musique, la danse, ça fait notre vie, donc, comme dans beaucoup de cultures d'ailleurs. Mais en tout cas, chez nous, que ce soit dans les mariages, partout, donc voilà, la musique nous accompagne, ça fait partie de notre identité culturelle. Et à l'adolescence, j'ai envie de dire, comme beaucoup d'adolescents, on m'a offert une guitare. J'ai commencé à gratouiller la guitare. Et vers 16-17 ans, et ensuite, passionné de guitare, j'ai monté mon premier festival en 1978 à Aubervilliers. Donc, voilà, dans les années 70. Pardon? Dans les années 70, vous avez monté votre premier festival. Oui, d'ailleurs, le premier festival, j'ai l'impression que j'ai toujours gardé cette façon de faire. J'avais été voir le maire en 1977 à Aubervilliers, qui était M. Jacques Ralit, ancien ministre du gouvernement de Mitterrand, du Travail et de la Santé. Et je lui avais dit, il y a des artistes qui jouent dans des caves, pourquoi on ne leur donne pas une scène pour qu'ils jouent dehors? Donc, aussi simple que ça. Donc ces artistes, c'était des gens déjà qui répétaient, ça a été un succès, on a eu plus de 5000 personnes. Et voilà, donc ça m'a donné vraiment le goût de continuer à organiser. Je suis parti comme ça. Parfait. Et puis, bon, ça vous a donné justement l'occasion, hein, n'est-ce pas, de promouvoir, de développer des liens interculturels. Et c'est à ce moment-là que vous avez découvert tout ce qui est interculturel, cette espèce d'échange avec les cultures, justement? Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, bon, bien sûr, dans les années 70-80, j'ai commencé à monter des festivals, j'ai monté un café sans alcool à Aubervilliers de musique. Et je peux dire, j'aime plus ce mot-là, musique du monde. D'ailleurs, c'est un mot qui est en train de disparaître,
puisque c'est un côté ghetto au niveau de la musique, mais disons que tout ce qui est musique qui vient d'Afrique ou d'Algérie, j'ai programmé Rachida en 1983, donc voilà, j'étais toujours ouvert à ces musiques. J'ai même fait venir en 1988 des Touaregs de Taman Rasset qui sont venus jouer à Aubervilliers devant Idir. C'était incroyable. Et le public, je dirais, le public le plus large possible a vraiment adoré. Donc c'est ce mélange, j'ai envie de dire, ces rencontres, c'est mon moteur. Parfait. Ben, c'est fascinant parce que est-ce qu'il suffit dans le fond d'être un artiste pour promouvoir des événements artistiques ou bien ça prend justement d'avoir le sens du leadership et des affaires pour y aller complètement avec des événements artistiques? Ouh là là, c'est une question un peu difficile. Je pense que ça prend un peu de tout ça. Parce que dans mon parcours, j'ai envie de dire, entre guillemets, un peu académique, j'ai fait une formation de diplôme d'État en fonction d'animateur. Donc, c'est l'équivalent d'une licence. Donc, on touchait un peu à tout, à la sociologie, à l'économie, à la culture. Donc, ça prend des bases, ça prend de la méthodologie. Alors, la passion, il faut qu'elle soit là. Mais c'est sûr que ça prend une organisation très importante. D'accord. Puis en France, est-ce que vous avez focusé justement sur, on va dire, les artistes d'origine maghrébine, algérienne, ou bien c'est des artistes issus de toutes les origines, justement Juliette Gréco, oui. J'ai fait Léo Ferré, j'ai fait Idir, Maxime Le Forestier. Non, moi en fait, je suis un peu un touche-à-tout et j'aime bien, entre guillemets, mélanger les genres et être là où on ne m'attend pas. Très bien. Et puis cet amalgame, n'est-ce pas, c'est une touche universelle, cette universalité dont on a besoin en tant que peuple. Monsieur Terki, restez avec nous, on va faire une pause et on vous revient, mesdames et messieurs, dans les prochaines minutes. Merci. Notre invité d'aujourd'hui, Mustapha Terki, lauréat du prix Charles Biddle 2021. À tout de suite. De retour avec vous, mesdames et messieurs. En ce jeudi, chez Art et Lettres, on accueille M. Mustapha Terki, qui vient d'être consacré au prix Charles Biddle. Bon, on va parler de ce volet qui est le tien, qui vous caractérise, M. Terki. Le MEG, Montréal Electronic Groove. C'est un festival de musique électronique et art numérique. Il paraît que c'est le premier. Hein? Voulez-vous nous en dire plus, ou bien il y en avait avant d'autres festivals? Non. Oui, en fait... Quand je dis le premier à Montréal, au Canada, c'est-à-dire que moi, avant de venir au Québec, je travaillais au Printemps de Bourges, qui est un festival reconnu au niveau international. Et moi, j'étais directeur des antennes régionales et internationales. Donc, je m'occupais des nouveaux talents, des découvertes. Ce qui fait que j'étais un peu aux avant-postes de l'évolution des musiques actuelles. Et dès les années 90, à la fois le hip-hop et la musique électronique commençaient à poindre son nez. Et j'ai monté mon premier festival de musique électronique en 1994 à Strasbourg. Et en 98, pour être plus précis, mon ami Jacques Primo à Montréal me dit « Mustapha, il va y avoir une opération qui va s'appeler le Québec en France. Et ils aimeraient présenter ce qu'il y a de plus, on va dire, de plus contemporain à l'époque, pour les présenter sur les scènes parisiennes. Il fallait inviter les artistes. Et c'est là que je lui dis, écoute, la musique électronique arrive très fort. Plus qu'une musique, c'est une culture. Il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Et moi j'ai rencontré des artistes DJ, producteurs de Montréal. Parce que ces artistes, ils existaient avant le festival. Ils étaient là. Que moi, comme mon premier festival en 77, je voulais offrir une scène. C'est-à-dire que je voulais structurer un peu, entre guillemets, si on peut dire structurer, c'était d'offrir un espace de création et de rencontres. Et donc, on a créé le premier festival Montréal Electronic Groove de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on a fait une version à Paris et une version à Montréal. On a fait ça pendant 4 ans et après, on a fait juste Montréal parce que faire 2 festivals pendant 4 ans, c'était beaucoup. Mais disons qu'on est parti sur ces bases-là et ça a été tout de suite quelque chose de très très important parce que c'était une nouvelle musique qui arrivait. Et comme je disais tout à l'heure, c'est plus qu'une musique, puisque Internet, qui est arrivé à peu près dans les années 95-96, c'est le même matériau que les DJ utilisent, c'est-à-dire c'est 1-0. Oui. Puis, à Montréal, comment est-ce que vous voyez ou comment est-ce que vous avez vu justement l'évolution des arts numériques à Montréal lorsque vous avez justement décidé d'entreprendre cette aventure? Comment vous avez trouvé le niveau justement ici? Alors, donc, dans la question, j'ai envie de dire, déjà au niveau artistique,
chose très intéressante, puisque avec justement l'avènement d'Internet, on écoutait de la musique électronique du monde entier. Donc c'est une culture, j'ai envie de dire, entre guillemets, qui était mondiale. Donc au niveau artistique, c'était très intéressant. Et moi, ce que j'aime beaucoup à Montréal, c'est que comme c'est une ville accessible d'un point de vue économique, ça attire beaucoup d'artistes. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un mélange d'artistes, à la fois, je dirais, des musiciens, mais des plasticiens. Donc il y a une espèce d'effervescence, de créativité. Et donc ça, c'est un bon terreau, j'ai envie de dire. C'est quelque chose que j'ai vraiment bien ressenti. Et ensuite, vis-à-vis des partenaires, parce que pour monter un festival comme ça, on ne le fait pas tout seul, les partenaires étaient tout de suite à l'écoute. C'est-à-dire qu'ils ont très bien compris les enjeux de cette nouvelle culture et que, j'ai envie de dire, j'ai été soutenu très, très vite. Et ça, c'est important de le souligner, notamment vis-à-vis de la SODEC ou la Musique Action. Ils ont bien... Alors, bien sûr, j'avais une expérience. Bon, c'est parce qu'on a une expérience qu'on trouve du travail et qu'on arrive à convaincre. Donc, j'ai dû réussir à passer un message. Voilà, donc c'était... Oui. Vous venez de dire justement quelque chose d'assez profond. C'est plus qu'une musique, c'est une culture. Et quand on écoute justement ces arts numériques, ce type de musique qui est très, très contemporain, j'ai l'impression qu'il y a même une touche autochtone, hein, si je ne me trompe pas. Il y a quelque chose d'assez autochtone dans cette musique et c'est très intéressant. Est-ce que vous partagez justement ça, M. Cherki? Bah, vous savez, moi, non seulement je partage ça, mais de par mon expérience et de par quelques lectures, ce qui est intéressant, c'est que la musique électronique, ce qu'elle a amené déjà, c'est qu'elle a déstructuré, entre guillemets, la musique pop et rock. Alors, quand je dis ça, il ne faut pas dire que c'est bien ou que c'est mal. C'est-à-dire que les morceaux en musique électronique peuvent faire 15-20 minutes. Et surtout, les premières musiques vous font danser. Et que, j'ai envie de dire, entre guillemets, hein, la jeunesse, à un moment donné, en Europe et en Occident, non pas comme par exemple au Brésil, ça danse, en Afrique, ça danse, ça fait partie de notre culture. Bien sûr qu'en Europe, ça dansait, mais là, c'est une musique qui, tout d'un coup, arrivait, cassait des codes, et c'était, on va se rassembler pour danser. C'est ça. Donc, c'était quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui est intéressant. Et en même temps, ce que je dis souvent, j'apporte cet exemple, c'est que dans les années 60, on disait je fais de la guitare électrique. C'était moderne. Oui, mais l'électricité, bon, c'est normal, on fait de la guitare électrique. Donc aujourd'hui, c'est pareil, quand on dit électronique, bon, bah, c'est normal. Tout est électronique. Mais il y a 20 ans, c'était encore moderne de dire je fais de la musique électronique. Oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce que j'expliquais aux partenaires au début, je disais, quand je parle de culture, vous savez, quand vous regardez un journal télévisé dans les années 80, c'est de la musique techno-électro. Les jingles qui sont faits, où les jeunes, y compris les postes, par exemple, dans les agences de publicité, il y a 15-20 ans, eux plaçaient déjà la musique électro. Alors, on appelle ça musique électro, musique techno, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas, la façon dont elle a été fabriquée, donc là, je dirais, on était déjà baigné dedans. Je ne vais pas dire sans le savoir, mais il y avait un environnement qui était proche. Alors après, c'est comme dans tous les mouvements de musique, il y a de la techno, il y a de la musique dure, moins dure, il y en a de la bonne, il y en a de la mauvaise. Voilà, oui, beaucoup de styles. Mais ce qui est aussi intéressant, je dirais, c'est que c'est une musique qui s'est adressée à tout le monde. C'est pas une musique qui s'adresse juste aux adultes, n'est-ce pas? Donc, elle s'adresse même aux jeunes et même à tous les genres. C'est une musique même assez genrée, je dirais. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'interculturalité, là, je collabore avec un groupe à Essaouira, un groupe de Gnawa, qui s'appelle Mokhtar Gania. Lui, c'est le plus grand. Hein. Voilà. Donc là, c'est le fils qui a monté un groupe. Et ce qui est incroyable, c'est que là, ils ont fait un remix, justement, électro avec un DJ des États-Unis. Et là, en radio aux États-Unis, dans le réseau étudiant, le morceau, il fonctionne, mais c'est incroyable. C'est que ça ouvre. Donc, il y a à la fois la tradition. Après, c'est dans le mix. C'est-à-dire que l'artiste, s'il respecte les structures, s'il respecte, je dirais, l'esprit, mais qui rajoute quelque chose d'assez fin dans l'électronique, et ben ça vous permet d'aller toucher un nouveau public. Donc c'est vraiment Mokhtar, et c'est vraiment un morceau qu'on peut écouter sur YouTube, c'est extraordinaire. Très original, parfait. Alors encore une pause et on revient dans quelques minutes. Notre invité d'aujourd'hui, Mustapha Terki, restez avec nous, mesdames et messieurs.
De retour avec vous, mesdames et messieurs. On continue notre conversation fascinante avec Mustapha Terki, qui est un récipiendaire récent du prix Charles Bidel 2021, cofondateur de ce festival, le Montréal Electronic Groove. On parlait comme étant une musique rassembleuse de toutes les catégories d'âge. Et puis une musique électronique qui est fascinante dans sa contemporanéité. Elle est très, très actuelle. Il y a le volet interculturel, on a parlé de ce volet où vous avez beaucoup travaillé, qui est un volet épanouissant aussi. J'aimerais prendre votre avis. Comment est-ce que vous trouvez le volet interculturel au niveau de la musique en général, ici au Québec et au Canada? Je trouve qu'il y a des expériences très intéressantes, notamment, j'en ai fait une et c'est pas parce que je l'ai faite, c'est qu'en 2012, j'ai fait une nuit sur la place des festivals avec le festival Présence Autochtone, un événement qui s'appelle Electrochoc. J'ai fait venir des DJ marocains avec des DJ autochtones et il y a eu une belle rencontre artistique. Et je pense qu'ici, il y a vraiment une ouverture d'esprit, justement, et des ponts qui se créent entre les différentes communautés. Et les artistes arrivent à créer des nouvelles, entre guillemets, je dirais, des nouvelles musiques. Non, il y a une écoute ici. Il y a vraiment... il y a même un salon professionnel international qui est très connu, qui s'appelle Mondial, qui a lieu en novembre. Et les diffuseurs du monde entier viennent voir les artistes du Canada, mais surtout des artistes qui sont programmés. Et il y a des acheteurs qui viennent faire leurs courses pour voir ce qui se passe au niveau des musiques. Alors justement, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est qu'en ce moment, il y a tout un débat où on se bagarre pour enlever le mot musique du monde. Oui. Oui, parce que, effectivement, quand on va chez un disquaire, on dit on veut du rock, on veut du charbi, on veut du jazz. Mais quand on dit musique du monde, il n'y a plus de style. Ça fait genre... Voilà, mais je pense qu'il y a un volet... Quand vous allez, par exemple, à Archambault, ici, il y avait un volet musique du monde avec tellement de CD. Je ne sais pas s'il est là. Moi, la dernière fois, j'y étais, je ne pense pas que ce volet ou ce rayon existe toujours. Non, oui, mais donc il y a toute une réflexion dans le métier en général, au niveau international, qui dit, voilà, il faut nommer les styles. Parce que la personne veut savoir si c'est du charbi, si c'est du kabyle, ou si c'est du jazz, ou si c'est du blues. Parce que quand on met musique du monde ou musique urbaine, d'ailleurs c'est le même problème, c'est qu'on englobe quelque chose et que, j'ai envie de dire, c'est pas très vendable non plus, c'est pas très vendeur non plus. Oui, bon, c'est-à-dire voilà, c'est comme au niveau des littératures du Sud, des littératures du Nord, puis le reste du monde, c'est comme si c'est le Sud, Afrique du Nord, Afrique... mais je pense... Je ne sais pas où vous mettre, mais on va vous mettre là. Oui. On va vous mettre dans cette case. Mais en tout cas, on est au niveau justement de la promotion des arts de manière universelle. Monsieur Terki, une question pour vous. C'est rare qu'on voit, n'est-ce pas, au Québec, un récipiendaire d'un prix aussi intéressant. Parce que le prix Charles Bidel est un prix rassembleur. Je pense qu'il y a des volets régionaux, internationaux. Il y a beaucoup de progrès qui a été fait, entrepris par Culture pour tous. Vous savez qu'il y a beaucoup de communautés qui nous regardent, des jeunes aussi issus de beaucoup de communautés. Le message que vous aimeriez leur adresser aujourd'hui comme récent récipiendaire de ce prix, des gens qui se battent pour être reconnus dans ce qu'ils font en art ou dans tout autre domaine, quel est votre message aujourd'hui à ces gens-là? Je reprendrai un peu ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que si on a une passion, il faut vraiment essayer de la garder, il faut savoir aussi s'entourer. Et c'est vrai que entre guillemets, je dirais, les problèmes sont toujours là, mais en fait, moi, ce que je fais, ce que j'essaye de faire, j'essaie d'être sincère avec moi-même et d'organiser au mieux. Et c'est vrai que les événements que j'organise, je me suis souvent posé la question, finalement, c'est comme si, je dirais, la musique et la culture, c'est une excuse pour que les gens se rencontrent et ils échangent. Tout à fait. En fait, mon moteur, c'est ça, c'est que j'ai envie d'apporter un peu d'humanité. Alors, bien sûr, c'est la culture, c'est la musique, mais j'ai envie que ça se connecte. Et notamment, par rapport à ce prix, c'est sûr qu'à travers mon parcours, j'ai aidé pas mal d'artistes québécois à jouer au Japon, à jouer en France, parce que ça me motive qu'ils rencontrent ces différentes cultures. Et voilà, l'échange, voilà, c'est vraiment de continuer à persévérer. Pas pour avoir du succès, parce que moi-même, je ne pensais même pas, voilà, ce prix me tombe dessus, je suis vraiment content, je l'apprécie,
Et maintenant, je redescends un peu et puis je reprends le travail. Exactement. Donc, il faut continuer, comme vous dites, le chemin. Alors, vos projets d'avenir personnels, voyez-vous, le temps passe vite avec vous. On aurait aimé passer plus de temps. Mais on va prendre vos projets personnels, Mustapha Terki. Quels sont les projets d'avenir qui s'en viennent, les vôtres? Alors, donc, dans les projets personnels, bien sûr, il va y avoir la 23e édition du Festival Meg Montréal l'année prochaine. Et j'ai aussi un projet un peu plus personnel où j'essaye d'écrire mais un peu une biographie, je ne vais pas dire mes mémoires parce que je continue à travailler, qui effectivement raconte un peu ce parcours à la fois de souvenirs, d'anecdotes et en même temps de réflexion sur, sur la Donc, vie en un livre qui s'en vient voilà. prochainement. Et puis, cette version, elle est en 2022, justement, du Montréal Electronic Grove. Oui. Oui. Donc, elle s'annonce en 2022. Ça dure en présentiel, en plein, Oui. hors des... Oui. Et on est déjà préparé, je dirais, à la programmation. On est en train de travailler là-dessus et on va avoir des belles choses. On prépare vraiment des belles choses. Excellent. On a envie que le public revienne. Espérons-le. On vous souhaite beaucoup de succès. C'est un plaisir de vous avoir accueilli, Mustapha Terki. Merci beaucoup d'être passé chez nous, chez Art et Lettres. Merci beaucoup de votre continuelle fidélité. Mesdames et messieurs, rendez-vous jeudi prochain, 15h30, avec un autre invité. Portez-vous bien. Kamal Benkiran avec vous. À la prochaine.